Humble salutations, je suis TX9000. Je vous propose maintenant de suivre l'intégralité de la rétrospective de la carrière de Greg Nicotero, le maquilleur et superviseur des effets spéciaux sur la série The Walking Dead, lors de la 8e édition du TGS Springbreak en 2015. Comme à chaque fois, il y aura quelques coupures dans la vidéo, c'est dû à des contraintes de matériel, je m'en excuse par avance. En attendant, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous retrouve juste après la conférence. Merci. C'est pas nous les Voici. C'est monsieur qui va arriver dans quelques minutes et qui va vous parler de sa carrière, des films et des gens avec qui il a travaillé au-delà de The Walking Dead, car Greg Nicotero, notre invité pour cette émission du TGS Springbreak, est un grand spécialiste des spéciaux depuis de nombreuses années. Il a produit les plus grands, il a fait les meilleurs films. On va parler avec lui de tout ça, de sa carrière. Je rappelle avant ça que, bien sûr, cet événement est possible grâce à Iwan, à cette production de The Walking Dead, et grâce à la chaîne NT1, le diffuseur en France en clair de la série Walking Dead. En clair, pas à 20h50, quand même, de pousser. Ça sera interdit par CSA à 23h30. Donc voilà, et déjà, ça permet à tout le monde de voir cette série. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, on va commencer cette conférence par une petite surprise, puisque comme on va parler de la carrière de M. Nicotero, on va également parler de ses influences, de ce qu'il aime, de ce qui a fait qu'il fait ce métier. Et pour cela, on va voir un court-métrage qu'il a réalisé en 2010. C'est sa première réalisation. Ça s'appelle, je vérifie bien le titre quand même, The United Monster Talent Agency. C'est un court-métrage en hommage à tous les grands monstres des films Universal. Alors, c'est une des premières projections de ce court-métrage en France, il y en a eu d'autres, mais quand même, c'est vraiment un bonus, ça dure 8 minutes. C'est pas sous-titré, c'est en anglais. Bon, on a tous pensé avec Greg, que ça valait largement le coup de vous le montrer, pour un peu plus vous faire sentir l'amour qu'a Greg Nicotero pour toute la science-fiction, l'horreur et le cinéma qui nous fait du film. Donc en avant-première, enfin pas en avant-première, donc en exclusivité quasiment pour le tout game show, voici ce United Monster Talent Agency. Bonne projection, on se retrouve juste après avec le Nicotero. Nous allons vous demander de réserver un tonnerre d'applaudissements à Monsieur Greg Nicotero. I feel like I never leave the stage. I feel like I'm always here. Et restez tout le temps à Toulouse, s'il vous plaît. Alors, Greg, on a pu voir avec ce court-métrage que vous n'êtes pas uniquement un fan de gore et de sanglant, vous êtes un fan de fantastique d'une manière générale, des monstres classiques. C'est vraiment depuis votre enfance que vous aimez toutes ces créatures? Those movies were what inspired me. The story behind the short film was I had been working for about 2 years straight. I had done Inglourious Bastards and Book of Eli and Piranha and Predators, and came back to Los Angeles, and we were 6 weeks away from filming The Walking Dead. So I decided that I wanted to shoot that movie before we did The Walking Dead. So the opportunity to recreate every one of those monsters was kind of a geek dream come true. En fait, oui, tous ces films, tous ces grands monstres du cinéma ont toujours été une inspiration, et le sont encore aujourd'hui. Il avait passé près de 2 ans à travailler sur des films comme Inglourious Bastards, Le Livre d'Eli, avant de commencer le tournage de Walking Dead, et en fait, il voulait absolument tourner ce court-métrage avant de commencer The Walking Dead. Et au final, ça a été pour lui une manière de mettre en image, de mettre sur film ce fantasme de geek au final, tel qu'il le dit, de faire référence à tous ces univers, tous ces grands monstres du cinéma qui l'ont inspiré étant jeune. Actually, on my 50th birthday 2 years ago, the people at K&B, one of the guys dressed up like the creature from the Black Lagoon and brought me my birthday cake.
dressed as the creature, so it's pretty awesome. Il y a 2 ans, lors de son anniversaire pour ses 50 ans, l'acteur qui jouait donc la créature du lagon noir dans le court-métrage, lui a apporté son gâteau d'anniversaire déguisé comme la créature du lagon noir, ce qui était assez génial. Alors j'aimerais qu'on revienne à votre début dans le cinéma et dans les effets spéciaux. C'est vraiment très jeune, à l'âge de 18-19 ans, vous avez réussi à convaincre vos parents de quitter Pittsburgh et de venir à New York, parce que vous vouliez avant tout rencontrer Tom Savini, je crois. Est-ce que vous pouvez nous confirmer un petit peu la manière dont ça s'est passé? Well, actually, Tom Savini lived in Pittsburgh, near where I grew up. We had met and got to be friends on the set of Creepshow. I had gone to visit, but had never really imagined turning my hobby into a career. So what happened was George Romero offered me a job on Day of the Dead as an assistant, and just said, "Hey, so we're doing this movie. Do you want to come work on it?" And I had turned down a job on Creepshow because I was getting ready to go away to school. So I went, hold that thought, and I went and informed my parents that I was no longer going to be the doctor that they had so much wanted me to be, and worked on Day of the Dead. En fait, à la base, Tom Savini a grandi, vécu et travaillé dans la ville de Pittsburgh, donc pas très loin de là où il habitait. Et en fait, donc, il avait rencontré George Romero sur le tournage de Creepshow, donc ils avaient déjà fait connaissance. Et un jour, donc, George Romero lui a dit, bah, écoute, voilà, on est en train de travailler sur un projet avec donc, Tom Savini, est-ce que tu peux venir travailler avec nous dessus? Et c'était précisément au moment où donc, M. Nicotero était sur le point d'arrêter son travail sur Creepshow pour partir donc, à l'université. Donc il a dit, donne-moi une petite seconde. Et il a donc annoncé à ses parents qu'il, pour le coup, ne serait pas le médecin de la famille et qu'il partait donc travailler sur le tournage de Day of the Dead. And it was on Day of the Dead that I ended up meeting Howard Berger, who a year later I would move to Los Angeles and work with Howard at Stan Winston's studio on Aliens, and then I worked on Evil Dead 2 and Phantasm 2 and a couple other movies. And it was in 1988 that myself and Howard Berger and Robert Kurtzman decided that we wanted to start our own company, and that's where K&B came from. It was really Evil Dead 2, working with Sam Raimi, was the movie that we all kind of thought, wait, we don't need to work for other people, we should just do this ourselves. Et donc à partir de là, donc, il a pu déménager à Los Angeles, donc travailler sur des films comme Evil Dead, comme Aliens. Donc il a rencontré des gens comme Robert Kurtzman, avec qui donc, il a pu commencer à travailler. Et au fur et à mesure des films, du développement de leur travail et donc de leur rencontre, et c'est sur le tournage de Evil Dead qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'avaient pas forcément besoin d'attendre que les films se présentent à eux pour développer leur art et leur travail, mais ils pouvaient tout simplement créer un studio et travailler eux-mêmes sur les films, sur les projets, être au cœur de la création de ces monstres et des films qui en parlent. Donc c'est avec Tom Savini vraiment que vous avez fait vos œuvres, vos premières œuvres. C'est quelqu'un avec qui vous êtes toujours en contact. Et qu'est-ce que ça vous a fait de le maquiller des années plus tard? C'était dans Nous, en enfer. Vous êtes toujours en contact avec Tom Savini? Well, I had a great opportunity to work for someone who inspired me. Seeing Dawn of the Dead, the original Dawn of the Dead in the movie theater, and Friday the 13th, those movies made me want to do special effects. The fact that it turned out that he happened to just live 25 minutes from where I lived, I had no idea. It was just lucky. So I'm still in touch with Tom. As a matter of fact, in the finale of The Walking Dead for season 5, I had shot a little tribute to Dawn of the Dead and recreated a famous scene and just emailed Tom the other day and said, hey, did you see your little tribute? So to this day, I still feel like I owe Tom a tremendous amount because he took me under his wing and he gave me my first opportunity. And as everybody knows, any makeup artist, anyone who has a passion, the first step is always the hardest. Once you make that first step,
then it's all up to you. As soon as someone opens the door for you, it's really your job to go from there. But getting that first job is probably the hardest step. C'est le travail de Tom Savini qui au final sur le premier Dawn of the Dead et sur d'autres films qui ont finalement inspiré à rentrer dans ce travail. Le fait qu'ils vivent dans la même ville, donc Pittsburgh, à peine quelques blocs de chez lui, au final était juste chanceux. Donc encore aujourd'hui, oui, ils sont toujours en contact. D'ailleurs, lors de l'épisode final de la saison 5 de Walking Dead, Monsieur Romero a donc recréé une scène de l'original Dawn of the Dead pour justement rendre hommage au travail de Tom Savini. Pour le coup, il l'a appelé en lui disant hey, jette un petit coup d'œil, tu verras, il y a une référence à ton travail. Et Tom Savini, au-delà de l'amitié, a quand même un rôle très important pour lui, car c'est quand même la personne qu'il a prise sous son aile, et tous les artistes de maquillage pourront vous le dire, la partie la plus difficile va être de se lancer, trouver quelqu'un qui va pouvoir vous apprendre les corps du métier, et vous permettre de développer, et vraiment d'exprimer cette passion. Au final, une fois que c'est fait, le travail vient de lui-même, et c'est vraiment au créateur, à l'artiste, maquilleur, de développer cette partie-là, mais encore faut-il avoir trouvé quelqu'un pour vraiment les aiguiller, le prendre sous son aile, comme ça a été le cas avec M. Savini. This movie, From Dusk Till Dawn, was one of the most exciting experiences. You know, as a makeup artist, we had 12 people. We got to do makeup on beautiful women every single day. I got to work with the first of 18 movies that I would do with Robert Rodriguez. So in 1995, when we did From Dusk Till Dawn, it was a fantastic opportunity to showcase a lot of special effects, but also to solidify a friendship with Robert that continues to today. And you know, it doesn't suck doing makeup on pretty girls every day. It's actually a pretty good job. Yes. Une nuit en enfer était une expérience très très particulière parce qu'en fait ça a été un véritable plaisir de tourner, dans le sens où ils avaient une équipe de presque 12 personnes, ils passaient une grande partie de leur journée à maquiller des femmes magnifiques comme Salma Hayek, donc il n'y a strictement rien de désagréable là-dedans, mais surtout ça a été le premier film des 18 films avec lequel M. Nicotero a travaillé, donc, avec lequel il a travaillé avec M. Robert Rodriguez, qui a développé depuis donc une éthique de travail, une méthode de travail et surtout une franche amitié qui encore aujourd'hui continue. Donc, Une nuit en enfer reste un souvenir très très particulier et surtout très positif, un grand plaisir de tournage. I actually have a cameo in that movie. Robert thought it would be really great to do a scene with Tom Savini and I in the scene together since we had worked together for so long. So there's a scene where Tom is dressed like that, and I try to steal he tries to steal my beer, and I pull a knife on him, and he has a gun in his crotch. I don't know how you say that in French. And so the gun flips up and I run away. In the unedited version, there's another shot of me later where I'm sitting on Salma Hayek. Salma Hayek is sitting on my lap, and she's looking at me, and I'm looking at her very longingly, and her head transforms into a giant serpent and bites my head off. Then that scene got cut out of the movie, but I spent half the day with Salma Hayek sitting on my lap, which was, again, not a bad day. En souvenir supplémentaire, effectivement, donc Robert Rodriguez avait trouvé drôle qu'il aurait été intéressant de faire une scène avec donc M. Savini et M. Nicotero donc, dans la même scène. Donc en fait, il y a une scène dans le film où M. Savini donc, est habillé tel qu'il est sur la photo qui était à l'écran il y a quelques instants. Où en fait, donc, M. Nicotero essaie de lui voler sa bière. M. Savini se retourne, se rend compte de son geste. M. Nicotero sort un couteau pour se défendre et M. Savini en fait dégaine un revolver et avec la forme de son entrejambe. Pour ceux qui ont vu la scène, on s'en souvient. Donc voilà, ça a été une scène très très drôle à tourner, et il y a une autre scène qui est dans la version plus adulte du film, où en fait, toute une scène où Salma Hayek était assise donc, sur les genoux de M. Nicotero, tournage qui a pris donc une demi-journée, à la fin de laquelle donc, la tête de Salma Hayek se transforme en serpent et lui arracher le visage. Au-delà de la fin de la scène, voilà, M. Nicotero a passé une demi-journée avec Salma Hayek assise sur ses genoux, tout sauf des Salma Hayek. Alors on va revenir un tout petit peu en arrière pour revenir sur l'un de vos premiers films, un titre évidemment extrêmement connu, c'est Evil Dead 2. Évidemment, le premier Evil Dead était déjà un classique à l'époque, que vous aviez évidemment vu. Est-ce que pour vous, c'était
un honneur de travailler sur la suite? Est-ce que c'était une véritable pression pour ne pas décevoir tous les amateurs du premier film? Actually, with Evil Dead 2, I think what we were able to do was to improve upon the special effects. In the first Evil Dead, they made that movie for very, very little money, and they couldn't afford special effects. So when they did the second movie, they had $3 million US to make the film. So I think they thought, hey, this is great, we're going to basically remake Evil Dead, but we will hire professional Hollywood makeup artists. So each one of us was responsible for different makeups and puppets. I played the... That was me. Sorry, not for you. But, so I did that. I put all the contact lenses in everybody, and then like with different makeups, we all sort of jumped in. So it was really it was a fun movie. Sam was very young and very imaginative, continues to be imaginative, but that was at the beginning of where you really got a sense of what kind of director he would be, because it was outrageous, but so entertaining. En fait, l'avantage, c'est que donc, le premier Evil Dead, en fait, a été fait avec un budget véritablement minime, ce qui fait qu'en fait, lorsque le deuxième est arrivé avec la production, on leur a accordé près de 3 millions de dollars pour la production. Pour eux, ça a été, on leur a donné presque un terrain de jeu vierge avec tout ce qu'il faut comme jouet pour s'amuser. Donc ils ont vraiment pu répartir les tâches de travail sur les différents organismes, les différentes personnes. Donc ils ont vraiment pu se faire plaisir, engager des vraies personnes pour le maquillage, de vrais matériaux, de vrais moyens techniques, pour vraiment aller au fond de leur idée. Donc c'était une expérience très particulière, et M. Nicotero a même participé, donc comme vous l'avez compris, en étant donc la fameuse main qui se balade, c'était la sienne. Et donc ça a été une expérience très 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 agréable, parce que voilà, Sam Raimi était au début de sa carrière, il y avait ce côté vraiment scandaleux qui poussait les choses vraiment au bout, mais toujours dans le divertissement comme il l'a encore aujourd'hui. Mais c'était vraiment à l'époque où tout le monde découvrait encore son art, sa méthode de travail, tout le monde se cherchait, tout le monde se trouvait et arrivait à fonctionner dans le même sens sur un film qui leur laissait une liberté totale. Okay, so there's another funny story I have to tell. So you'll have to work with me on this one. Okay, so the contact lenses that everybody wore in Evil Dead 2, you could not see through them. You were completely blind. Les lentilles qu'ils utilisaient pour Evil Dead 2, en fait, rendaient les acteurs complètement aveugles. So we would rehearse the scene, and then I would put the contact lenses in, but all the actors had to act the scene not being able to see at all. Donc les scènes étaient répétées sans les lentilles, de manière à ce qu'ils sachent quoi faire, mais lorsqu'ils devaient faire les répétitions, les scènes avec les lentilles, ils y allaient à tâtons. So there was one night we were filming outside, and Bruce Campbell had his contact lenses in, and he came over and he said, "Greg, I have to go to the bathroom." Donc il y a une scène de tournage qui se passait donc, à l'extérieur, en fait, et donc M. Bruce Campbell est arrivé avec ses lentilles, il allait voir M. Nicotero en disant « Il faut que j'aille aux toilettes ». So I walk him over to a tree over here. Donc il l'accompagnait jusqu'à un arbre. I leave him going, okay, you stand here, do what you need to do, and I walk over. Il l'a laissé devant l'arbre en disant fais ce que tu as à faire. And then he's done, and I bring him back, and we film. So the next day, une fois qu'il est fini, donc il l'a ramené, ils ont tourné. Et donc le jour suivant, I was talking to people on the set, and one of the location people said, "Don't walk over there." Donc il parlait aux gens qui s'occupaient de la partie du décor en disant, et quelqu'un dans l'équipe lui dit ne marche surtout pas là-bas. And I said, well, why not? I knew why, but he said, "Don't go over there." And I said, why not? Donc il a joué le candide, sachant pertinemment pourquoi il fallait pas aller, mais il a demandé pourquoi pas. He said there was a nest of baby rattlesnakes right where I took Bruce Campbell to go to the bathroom. Parce qu'en fait, il y avait un nid de bébés de serpents à sonnette, juste là où il l'avait emmené se soulager. Personne ne le sait.
Alors, visiblement, ils ne vous en ont pas voulu, puisque quelques années plus tard, vous avez travaillé sur le troisième volet des Dead, l'armée des ténèbres, mais qui est totalement différent des deux premiers. Est-ce que vous attendiez un tel film qui, finalement, dans certaines séquences, rend hommage à Ray Harryhausen et des choses comme ça qui sont totalement différentes? Army of Darkness was again another great opportunity for Sam to pay tribute to the movies that he loved. So before CGI, you had to use every technique available. So we had men in suits, deadite suits. We had puppets that were operated off camera, so you would be below the frame and you would be puppeteering. The puppets, we had stop motion, and we had rear projection. You know what I loved about that movie was we used every trick in the book, every effect possible, because computer hadn't generated images hadn't been invented yet. Avril 3, l'armée des ténèbres était un film très particulier parce que voilà, c'était encore une fois une méthode pour Sam Raimi d'utiliser, d'aller encore plus loin dans les références aux films qui ont bercé son enfance et son adolescence. Et ça a été un film dans lequel ils ont pu utiliser pratiquement toutes les techniques imaginables That's a guy in a suit right there. Voilà, de l'époque pré-3 dimensions. Donc des costumes complets comme c'était le cas de l'homme en squelette, des scènes faites en images stop motion comme c'était le cas des scènes en squelette, des marionnettes, des animatroniques, des maquillages complets. C'est un film vraiment qui a permis d'utiliser tout ce qui était imaginable de technique à l'époque avant l'arrivée de la 3D. You know, it's interesting. I read an interview not long ago with James Cameron, and he had said, "Oh, well, if I were to make Aliens today, I would do everything CGI." And for me, movies like Aliens and Army of Darkness, it requires a different kind of thinking to imagine and execute special effects. Today, it's easy. Special effects today, they go like this. On a computer, there's not as much hands-on creativity. So movies like that, what I love about those films is it forced you to be creative and to figure out how to do it. Whereas today, it's much easier to do. Just because it's easier doesn't mean you should always do it. But it's a tribute to filmmakers past who had to figure out how to do it because then the computers didn't exist. Il a lu il n'y a pas si longtemps que ça un article, une interview de James Cameron qui disait que s'il avait eu la technologie actuelle, donc de 3D, de création de 3 dimensions, s'il devait refaire Alien 2 qu'il a réalisé à l'époque, il referait absolument tout, mais complètement différent, et surtout il referait absolument tout en 3D. Ce que M. Nicotero trouve dommage, parce que des films comme Alien 2 et comme Avril 3 avaient cette particularité effectivement de devoir l'absence de 3 dimensions forçait les créateurs, les réalisateurs à devoir vraiment se creuser la tête et chercher comment rendre réel et tangible physiquement des choses, des créatures complètement incroyables. Et au final, aujourd'hui, créer des choses qui n'existent pas à partir de 3 dimensions, c'est presque trop simple. Et des films voilà, comme Avril 3 et Alien 2 avaient effectivement ce côté, il faut se creuser la tête, il faut être créatif, chercher vraiment à faire les choses de ses propres mains pour les rendre réelles. Et ces films ont été très particuliers pour lui. Alors, dans les années 80, vous avez travaillé sur des personnages emblématiques du monde du fantastique et de la science-fiction et des films d'horreur, à savoir Freddy Krueger pour Freddy 5 et Michael Myers dans Halloween 5. Qu'est-ce que ça représente pour vous de travailler sur des films aussi emblématiques, en tout cas sur des personnages aussi iconiques? Vous avez fait dans les années 90 Freddy. Ça représente quoi pour un maquilleur, pour un artiste, travailler sur des personnages aussi emblématiques? Well, for me, I saw the first original Nightmare on Elm Street while we were filming Day of the Dead. So at that very exciting time for me when I was working on my first movie, I remember seeing Nightmare on Elm Street, and I loved it. You never saw what Freddy looked like. It was all much more of a mystery. But that was right at that time when special effects makeup was starting to sort of shift gears a little bit. I was very attracted to the story, but having the opportunity to work on
Michael Myers and Jason in Friday the 13th Part 9 and Freddy and Leatherface. You know, we've been able to recreate each of those iconic 1980s creatures and put our own stamp on it. So because those movies meant a lot to me at that time when I was sort of developing my career, I have great affection for all of them. En fait, il a découvert tous ces personnages, le personnage de Freddy, le personnage de Michael Myers, de Jason Voorhees, au moment de la sortie des films d'origine, lorsqu'il travaillait donc à l'époque de Evil Dead 1. Donc ce sont des grands monstres du cinéma qu'il a vraiment adoré découvrir, qui étaient à l'époque, sur les premiers films, qui étaient presque plus des mystères. On voyait très très peu de personnages, c'était une partie qu'il aimait beaucoup. Mais au fur et à mesure des années, donc, la 3 dimensions, les effets visuels ont fini par changer, à trouver un autre ton, un autre travail. Donc le fait de pouvoir travailler des années après, de revenir sur ces grands monstres, d'apporter sa patte et de revenir un petit peu au style d'effet des premiers, de ce qui avait fait que ces monstres étaient devenus des légendes iconiques, ça a été très particulier pour lui de pouvoir apporter sa touche à cet univers-là qu'il avait appris à connaître étant plus jeune. I have a funny story. When we were doing Texas Chainsaw Massacre 3, we had to make a head that Leatherface could cut in half with a chainsaw. Lorsqu'il a participé au tournage de Massacre à la tronçonneuse 3, il a fallu créer une tête qui puisse être découpée à la tronçonneuse de manière latérale. So we made a fake head out of gelatine and filled it with fake blood, and we wanted to test to see if it worked. Donc ils ont créé une tête en gélatine qui sont ensuite remplies de faux sang de manière à faire des tests pour voir quel était le rendu. So we looked around and it's like, do you have a chainsaw? No, we didn't have a chainsaw to test the head. Malheureusement, personne dans l'équipe n'avait de tronçonneuse à portée de main pour vraiment tester l'effet. So we went to a store around the corner that rented machinery, and we rented a chainsaw. So I put the Leatherface mask on, and we filmed it, and I took the chainsaw and chainsawed right through the head. Blood went everywhere. Blood got sucked into the blade of the chainsaw, into the body of the chainsaw. Everything. Blood everywhere. Donc, n'ayant pas de tronçonneuse, ils ont dû aller en louer au magasin d'à côté, le magasin d'outillage d'à côté. Donc, une fois revenus au studio, il a enfilé un masque de Leatherface, le personnage du massacre à la tronçonneuse, et il a donc coupé donc, la tête en gélatine qui a été massacrée par les lames de la tronçonneuse. Et le sang a été absolument partout, y compris à l'intérieur du moteur de la tronçonneuse. And then I drove down the street covered in fake blood and returned the chainsaw. Il a ensuite ramené la tronçonneuse couverte de sang, telle qu'elle était. Never explained what was inside. They probably Sans jamais expliquer ce qui était à l'intérieur. didn't get arrested. Sans être arrêté. Après toutes ces expériences dans les années 80, comme vous nous l'avez dit, sur Evil Dead 2, vous avez rencontré vos futurs associés. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer votre propre studio KNB? Pourquoi est-ce que ça vous paraissait important d'être indépendant, d'avoir votre propre entreprise? I think we realized that each one of us complemented each other. I had the sort of business background in mind in terms of how to design special effects and execute them. And Bob was very imaginative, and Howard was a good materials guy in the studio. So we realized that the three of us sort of complemented each other. So that was one of the reasons why we decided to work together. Also, both Robert Kurtzman and I had worked at a couple different companies prior to that. And we sort of realized that we were doing all of the work. And if you're going to spend 18 hours a day working, you want to get some benefit from it. So we decided that we would band together and start our own company. And that was February of 1988. En fait, ils se sont rendus compte qu'à E3, en fait, ils avaient tous des types de travail, des types de méthodes de travail qui en fait se complétaient. Monsieur Nicotero avait plus une véritable méthode de travail qui avait plus du côté business, au sens de l'organisation. D'autres avaient plus
véritable côté créatif, côté imagination, et d'autres avec plus la méthode, vraiment la gestion des produits, trouver le bon système. Donc au final, ils se sont rendus compte que sur le tournage des 2, ils se complétaient parfaitement les uns les autres, mais qu'au final, quitte à travailler 18 heures par jour pour quelqu'un, autant que ce soit pour soi, pour vraiment en profiter et ne pas avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête d'une manière ou d'une autre. Donc c'est de là que l'idée est venue et que c'est devenu clair comme de l'endroit, je crois qu'il fallait créer leur propre compagnie. That's a good question. I think because of my pre-med background, because I did go to college and studied for 3 years before I decided to get into the film industry. I think one of the things is attention to detail and realism. I think even when you watch The Walking Dead and you see the way the zombies look, there is anatomy beneath all of that in terms of where the skull is, where the muscle is. A good example is Grindhouse. In Death Proof, there's a scene where the girls get killed by Kurt Russell in the car. And I'll let you translate it now. En fait, de par son passé d'études médicales qu'il a fait donc, juste avant de commencer dans le maquillage, s'il devait définir un style KNB, ce serait l'attention au réalisme scientifique. Dans le sens, si vous regardez les maquillages de Walking Dead, vous verrez toujours qu'il y a une logique. C'est toujours scientifiquement plausible, dans le sens de la décomposition, le placement des os, des nerfs, des muscles, tout est toujours basé sur de la science. D'ailleurs, un des exemples, c'est que dans le film donc, Au pouvoir de la mort de Quentin Tarantino, donc il y a une scène où les filles se font tuer par Kurt Russell dans leur voiture. So for the scene in Death Proof, we had to make full body replicas of each of the 4 girls in the car. The girl that was driving gets crushed by the steering wheel. And we had to build the dummies not only to look real, but to move realistically. So there was an overhead high angle, and when the car gets hit, the head of the dummy leans back and leans forward. And I remember Quentin was editing with Sally Menke, the editor, and he kept referring to a specific shot with the dummy. And the editor said, there's no dummy in that scene, it's the actress. So the editor couldn't even tell, and this was in super slow motion, the editor couldn't even tell that it was a fake dummy. Alors, dans cette scène, donc, les 4 filles sont dans la voiture, donc sont tuées par l'impact de la voiture de Kurt Russell, et donc il a fallu créer des copies, des mannequins à l'identique, donc des 4 actrices présentes dans la voiture. Et en fait, il y en a une en particulier, celle qui conduisait, qui devait être écrasée en fait par le volant, et la tête devait partir en arrière et revenir en avant comme une tête humaine devrait le faire dans cette situation-là. Et en fait, quand Tarantino s'occupait du montage avec donc, la menteuse, faisait toujours référence à la scène du mannequin. La scène du mannequin et la menteuse, je le répétais à chaque fois, mais il n'y a pas de mannequin dans cette scène, ce sont les actrices. Donc même avec une scène étudiée en super slow motion, vraiment au ralenti, vraiment très ralenti, même la menteuse n'arrivait pas à dire la différence entre la réaction d'un corps humain et du mannequin créé par KNB. And then of course the girl in the backseat, as the wheel tears through the roof, hits her in the chin and just rips her face off. So we sculpted the dummy with the face missing so that you saw the skull. And then we put the silicone face on and we punched all the brows and all the lashes. But again, we wanted that car crash to feel as realistic as possible. So every one of those dummies was built with a layer of bone, fake bone, and then a layer of fake muscle, and then skin on top of it. So no matter how it tore apart, it looked like every layer of anatomy was there. Donc il y a un autre personnage donc, qui était derrière de la voiture, dont le visage devait être arraché par une roue du véhicule donc, de Kurt Russell. Donc là, pour le coup, ils ont dû créer donc, un visage en tête entière, donc avec un crâne, avec une partie en silicone plus légère pour le visage qui puisse être arraché par l'impact, mais en fait, tous les mannequins ont été créés avec des couches successives, une couche d'os, une couche de faux muscle, une couche de sang et une couche de peau, de manière à ce que, peu importe, même si l'effet en question par rapport à la roue n'est pas forcément à l'endroit précis, le corps entier, si jamais il doit être détérioré, devait réagir comme un corps humain à voir avec les effets d'un corps humain détérioré. And here's something nobody knows. If you really think about it, if the car's coming towards you, right, the wheel would be turning this way.
So theoretically, when the wheel hits her face, it should have pulled her face down. But because we wanted to rip her face upwards, we actually ran the wheel the opposite direction. So that when the wheel, instead of the wheel going this way, the wheel was turning this way. So when the wheel hit her chin, it forced her head back. And I remember people saying, but everyone's gonna notice that the wheel's turning the wrong direction. I said, fuck you, no one's gonna notice that. People are gonna be looking at the face, they're not gonna be looking at the wheel. Don't translate that part. For the kids, the kids should never hear. Et donc au final, voilà, la particularité de cette scène, c'était que logiquement, vu que l'effet voulu était que le visage devait être arraché vers le haut, ils ont dû aller dans le sens opposé pour le coup de la science, parce qu'en toute logique, si la voiture arrive de face, la roue aurait dû rabaisser le visage et la tête vers le bas, plutôt que de le renvoyer vers l'arrière. Et en fait, lors du tournage, tout le monde a dit, mais tout le monde va le voir, tout le monde va voir que la roue ne va pas dans le bon sens. Et la réponse était, on s'en fiche, de toute façon, tout le monde va regarder le visage par la roue qui tourne. En 1990, vous avez travaillé dans Danse avec les loups. Dans plusieurs interviews, vous dites que c'était vraiment pour vous, pour KNB, pour votre carrière, il y a eu un avant et un après. Est-ce que c'était aussi important que ça de tourner dans un film très généraliste plutôt que dans des films d'horreur? Est-ce que c'était plus valorisant de faire Danse avec les loups? Est-ce que ça a vraiment fait avancer les choses? Well, in the special effects world, you don't want to get, much like actors, you don't want to get labeled as the type of artist who can only do one thing. If you look at a lot of performers that get stuck playing the same role over and over again, it's very hard to break out from that role. So when we started in 1988, we started doing a lot of very gory horror movies, and my fear was that we would be labeled as the kind of company that can only do gory horror films. So 2 years into the company's existence, we got hired to do fake animals for Dances with Wolves. So all buffalo in the movie that are killed were all fake. And because the movie became so successful, it gave K&B a different perspective, because people weren't able to label us as just the horror company, but we had been able to branch out and cross over that boundary that opened a lot of doors for us. En fait, travailler sur Danse avec les loups a permis au studio K&B, donc après seulement 2 ans après leur création, d'éviter quelque chose qui arrive assez régulièrement, que ce soit pour les acteurs ou pour les studios, d'être bloqué dans un type de performance, un type, voilà, par exemple, éviter que K&B soit labellisé comme étant un studio qui ne peut faire que de l'horreur. Donc travailler sur un film plus générique, plus tout public, donc pour la création de faux bisons, de faux animaux pour le film, leur a permis d'éviter de se retrouver bloqué dans un type de performance, un type de carrière, et leur a permis de montrer qu'ils pouvaient faire autre chose que juste des monstres et des zombies et des créatures, etc. De montrer qu'ils pouvaient faire autre chose que ce qu'on attendait d'eux. Et pour le fan que vous êtes, c'est pas un peu dommage de devoir passer par des films plus sérieux plutôt que de reconnaître que le film d'horreur peut être aussi un film sérieux en tant que tel et être pris au sérieux en tant que tel? I've never felt like we were forced to do those kinds of movies. It's, special effects are supposed to be invisible. What we do is supposed to blend in. It's really about the film itself. In a movie like Army of Darkness, of course, the special effects are very obvious, but if you look at a film like The Green Mile or Misery, where the special effects aren't necessary, you're not supposed to see them. You're supposed to just watch the movie and enjoy the movie and then later go, oh yeah, I think I saw that. So that's the job first and foremost. If a special effect draws too much attention to itself, then it pulls the audience out of the movie. The goal always is to keep the audience engaged and to take them on a journey, and that's what I feel our special effects do. Au final, mettre des films comme Evil Dead 3 sont toujours
particulièrement intéressant de par le fait qu'on peut vraiment créer absolument tout ce qu'on veut, utiliser toutes les techniques, mais il ne faut pas oublier que la base des effets spéciaux est d'être invisible. Le but du jeu est que l'effet, au final, ne se voit pas. S'il est trop évident, on sort du cadre de l'histoire, on sort de l'histoire, on voit que c'est un film. Donc travailler sur des films comme Misery ou comme la ligne verte permet de créer des effets qui sont pas forcément plus discrets, mais qui passent plus inaperçus, en montrer qu'un effet spécial est censé ne pas être là. Et ça permet vraiment de travailler sur quelque chose de complètement différent et sur une autre facette de l'art des effets spéciaux qui est d'autant plus intéressante. Et vous le prenez comme un compliment quand les gens ne se rendent pas compte que votre travail existe. Sur des films comme Casino Royale, sur lesquels vous avez travaillé, ou Transformers ou Mulholland Drive, quand les gens ne se rendent pas compte que vous le prenez comme un compliment. Yeah, absolutely. I mean, the point is the special effects are there to complement and augment the movie. You might notice, every once in a while, the reason you would notice is because in your mind, they could never have cut that character's head off because that's illegal. So we can't kill people. Or if an animal or if something outrageous happens, generally speaking, you know that it's done because they couldn't do it for real, so we had to fake it. Il y a beaucoup d'effets qui, évidemment, on les voit forcément pour la bonne et simple raison qu'on sait partiellement qu'ils n'avaient pas le droit, légalement, de décapiter un acteur. Donc forcément, il y a certains effets qu'on est obligé de voir de par leur simple existence, mais voilà, il y a beaucoup d'effets dont le simple but est purement de passer inaperçu, de ne pas être là. Donc lorsque les gens ne se rendent effectivement pas compte que l'effet était présent, moi personnellement, j'étais persuadé qu'il avait vraiment écrasé une souris dans la ligne verte. Donc voilà, lorsque on ne se rend réellement pas compte que l'effet existe, c'est que c'est réussi. And that's a big difference between movies that were shot in the late 70s and early 80s, because those movies, like The Thing and The Howling and American Werewolf in London, those movies were really quite a bit about the special effects. And I've worked with John Carpenter, and I've worked with Wes Craven, and I've worked with John Landis, and that was the flavor at the time, was, ooh, let's see the transformation that takes 5 minutes. Now, they would never make that same kind of movie, because nowadays, it's not about stopping to say, hey, look what we can do. It's about integrating into the movie. So at the time period, that was the new toy. And that sort of fell out of favor because people felt sometimes that those movies didn't have heart. Now, I felt that The Thing and American Werewolf and The Howling are 3 fantastic movies. But again, sometimes the special effects overshadowed what the intent of the movie was. Dans les années 80, les effets spéciaux avaient un côté un petit peu nouveau jouet. Le jeu était de montrer tout ce qu'on pouvait faire. Donc forcément, vous aviez des films comme La Chose de John Carpenter, dans lesquels les effets étaient presque le centre du film. Le jeu était de montrer, regardez tout ce qu'on peut faire. Voilà, on prend une transformation, la fin durait pendant près de 5 minutes. Voilà, c'était presque le but, mais à un tel point que beaucoup de gens ont pensé que ces films d'horreur qui montraient presque trop d'effets, n'avaient pas de cœur, ce qui au final n'était pas le but. Mais aujourd'hui, les effets spéciaux ont atteint un tel degré de précision que maintenant on peut non seulement en faire presque autant voire plus, mais arriver à l'intégrer dans l'histoire, intégrer dans la narration, et que l'effet en fait maintenant retrouve son rôle qu'il était censé avoir à la base, à savoir juste apporter un plus à l'histoire, mais sans être là, juste, sans être au cœur de l'histoire, juste apporter cet essai d'édifice. Alors justement, vous avez travaillé à de nombreuses reprises avec tous les réalisateurs que vous venez de citer, donc John Carpenter, Wes Craven, George Romero, vous avez travaillé également avec Steven Spielberg, donc une génération, on va dire, des années 70-80, et puis évidemment, vous avez beaucoup travaillé avec une génération des années 90, comme Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Est-ce que, dans votre relation de travail avec eux, est-ce que vous sentez qu'ils travaillent de manière différente, ces 2 générations, ou est-ce que finalement c'est un peu une sorte de continuité? I think every director is different. Quentin Tarantino doesn't direct like a modern director. Quentin Tarantino directs like David Lean or John Huston.
or John Frankenheimer. I think that Quentin has a very different sensibility because of his love of cinema. I think each director is different. I mean, if you look at Guillermo del Toro, Guillermo has a very high energy type of filmmaking and uses sort of every trick in the book, but each director is very different. Sam's movies always have a great fantasy to them. So I don't think it has much to do with what era they directed in, but just who they are as artists. Il n'y a pas vraiment de différence de génération entre les années 70, 80 ou 80, 90. Il y a juste tellement de différences entre les différents réalisateurs en eux-mêmes. Ça me ramène toujours ce côté fantastique, ce côté un peu scandaleux qui laisse continuer d'avoir encore aujourd'hui. Quant à Tarantino, le réalise presque comme personne de sa génération. Il est plus de la génération de Frankenheimer ou David Lean. Mais ils ont tous vraiment leur approche très particulière, leur manière de vouloir raconter leur histoire. Donc au final, il n'y a pas vraiment de différence entre générations, tant les différences entre réalisateurs sont claires. Quelle est la scène dans ces films qui vous a demandé le plus de fil à retordre? Est-ce que c'est dans Kill volume 1, la scène des Crazy 88? Est-ce que c'est la deuxième moitié d'une nuit en enfer? Quelle est la scène la plus énorme que vous avez dû faire? Kill Bill Volume 1, the House of Blue Leaves, is a great scene, but we had 3 months to film that scene, so we had quite a long time. I think Dusk Till Dawn would be one of those films that I'm very proud of. I think Sin City, the first Sin City gave us a great opportunity to realize all of these comic book characters, even Spawn, which is not the greatest movie, could have been a better movie, but the work, the makeup we did on John Leguizamo, the clown character, I was really proud of that. So I feel like we've been doing this for a long time, so there's a lot of great moments in the films that we've done. So it's hard to sort of pinpoint a couple because they change often, but Kill Bill was definitely a great Kill Bill and the other movies I mentioned. Techniquement, après tant d'années de carrière, il n'y a pas vraiment de scène qui lui reviendrait. Il y en a eu tellement. Une nuit en enfer reste un exemple vraiment très très particulier de par la complexité du tout et le temps dans lequel ils ont dû le faire. Kill Bill était une scène d'une extrême complexité, la scène des Crazy 88 donc dans le restaurant. Pareil, une extrême complexité, mais pour laquelle ils ont eu 3 mois de préparation, donc la difficulté a été beaucoup plus sur la durée. Après, il y a certains moments, certains personnages, notamment dans Spawn, qui même si le film n'était pas bon, le travail réalisé sur le personnage de John Leguizamo qui était au violateur, le clown au visage bleu, reste des personnages dont il est très fier aujourd'hui, mais après tant d'années de carrière, il n'y a pas vraiment de... Ce serait très difficile de faire une liste exhaustive des scènes pour lesquelles ça a été plus complexe que d'autres après autant d'années. Et puis on va quand même pousser un petit cocorico, puisque vous avez travaillé à de très nombreuses reprises avec un réalisateur français que vous connaissez sûrement dans la salle, Alexandre Aja. Vous avez travaillé avec lui sur le remake de La Colline à des yeux, vous avez travaillé avec lui sur Piranha 3D, sur Mirrors. Est-ce que c'est différent de travailler avec lui par rapport au réalisateur américain? Et je crois que Piranha 3D, ça doit être un summum pour vous comme film. Est-ce que vous nous parlez un peu du travail avec lui? What I love, there's a difference, I would say a very big difference between American filmmakers and European filmmakers. My opinion is that sometimes European filmmakers have an opportunity to be, I'm trying to think of the best way to say it, a bit more inventive. American cinema has boundaries sometimes, whereas European filmmakers don't necessarily live by the same boundaries. So European films tend to be sometimes a bit more outrageous as I look over my You did that? I did that. So I
really enjoyed working with Alex. Is a great friend, and he's tremendously talented and very imaginative. And I really love his sensibility. I think it's fantastic. En fait, il y a vraiment une très très grande différence entre le cinéma américain et le cinéma européen de manière générale. Les réalisateurs américains ont tendance à être trop bloqués par les carcans, par les limites imposées par le cinéma américain, limites qui ne sont absolument pas dans la culture européenne, donc desquelles sont complètement libérés les cinéastes français. Donc Alexandre Aja a pu faire aller plus loin dans certains degrés de par le fait qu'il n'était pas limité, de par cette partie-là, du point de vue culturel. Donc il a pu se permettre de plus grande liberté, d'être plus scandaleux sur certains éléments sur lesquels des réalisateurs américains n'auraient pas forcément osé, mais c'est un très très bon ami, c'est un très très bon réalisateur, un très bon créatif, et il a adoré travailler avec lui. That was a really fun movie to work on. We had a lot of fun. The technique they used to fill the lake with blood, they built giant ring at the bottom of the lake filled with tubing, and they would turn a valve and fake blood would pump through the tube to the ring and then float up so that you would have bubbles and fake blood floating up at the same time. So every time we would do a shot, I would swim down and stand in the middle of the ring underwater, and then all the blood and bubbles would go up. It was just it was fun. C'était un tournage qui était très très drôle dans les techniques et dans l'ambiance. La technique qui était utilisée en fait pour donner ces impressions de sang dans l'eau était assez particulière. Ils ont créé de grands anneaux percés qu'ils ont mis au fond du lac, auxquels ils ont connecté des tubes. Et en fait, à chaque fois qu'ils disaient action, ils envoyaient de l'air et du faux sang dans les tubes. Et en fait, voilà, monsieur Nicotero allait se caler au milieu de l'anneau, ce qui fait qu'il voyait toutes les bulles et tout le faux sang remonter à la surface, comme pour donner l'effet des piranhas. C'était très 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 particulier à faire et à vivre comme expérience. On parle beaucoup de films, mais vous avez travaillé aussi pour la télévision. Pour vous, quelle est la plus grosse différence pour votre travail? Le temps, les budgets? Both. Television, on The Walking Dead, we have 8 days to film an episode. Where you spend 8 weeks filming a movie, you have 8 days to film a TV show. So you have to really... It's just a different kind of thinking. You don't have the same amount of prep, you don't have the same amount of money, you don't have the same amount of shooting time. So you have to be very clear what you want to do and how you're going to do it. So with television, it's much more focused because you don't have 3 months to build it and a week to shoot it and 3 weeks to fix it. You just don't have that. C'est surtout la logistique de temps en fait, qui rend différente. Dans la télévision, ils ont 1 semaine pour faire tout le tournage de l'épisode et de la production. Alors qu'au cinéma, on peut avoir pratiquement 3 mois de préparation pour 1 semaine de tournage, pour ensuite 3 mois de post-production. Donc à la télévision, s'il devait vraiment donner la différence entre les deux, ça va être la concentration. Le travail est plus concentré et la logistique est beaucoup plus préparée, beaucoup plus calée et carrée à la télévision qu'au cinéma de par la limite de temps. Et puis bien évidemment, on en parle depuis hier, avec Walking Dead, vous êtes vraiment passé à la réalisation, vous avez fait plus d'une dizaine d'épisodes. Est-ce que c'est quelque chose que maintenant vous pourriez faire à plein temps? Est-ce que vous pourriez totalement abandonner le maquillage pour vous consacrer uniquement au métier de réalisateur? No. I love it too much. I mean, to me, the challenge of trying to figure out how to do it, and there's nothing as exciting as sitting with my team after reading a scene and going and talking to them and trying to sort of brainstorm ideas and figure out how to do it. The advantage of owning a special effects makeup company is I can direct and do special effects and then create effects and produce effects for my own films. I don't know when I'm going to ever have time to do a movie because The Walking Dead's got me pretty busy currently, but I love the people. I love the people that have worked at K&B. Some of them have been there for 20 years. I don't know, it's like my baby. I've had this baby for 30 years, how do you just go, oh, well, some people could go, but Non, techniquement, même s'il avait effectivement suffisamment de temps pour passer à la direction à plein temps, K&B et le maquillage de manière générale
reste son premier amour et son Kayumbi est vraiment son bébé. Il ne pourrait en aucun cas abandonner que ce soit l'équipe, que ce soit le projet, que ce soit le simple fait de l'amour, la passion pour arriver un matin, se creuser la tête. Alors comment est-ce qu'on va réussir à rendre cette créature, cette chose, comment est-ce qu'on va réussir à la rendre vivante, à la rendre réelle. Donc voilà, tous ces moments de création, tous les gens de l'équipe, pour certains qui sont là depuis plus de 20 ans, en aucun cas ils ne pourraient laisser tout ça derrière lui, même si certaines personnes le pourraient, et c'est absolument pas son œuvre. Et puis vous avez réalisé quelque chose l'année dernière, et malheureusement, on ne le verra probablement jamais, parce que c'est un peu le sort des pilotes de séries télé, quand la série malheureusement n'est pas validée par la chaîne. C'est un pilote d'une série de science-fiction produite par Ridley Scott, quand même, qui s'appelait Taille. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, nous dire un peu de quoi ça parlait, puisque vu qu'on ne le verra jamais, on est quand même très curieux de savoir ce que c'était. It was a project that I had wanted to do a science fiction project, and very much in love with 1970s movies like Andromeda Strain and Logan's Run and Soylent Green, and so I wanted to do a movie that had a big feel to it, science fiction. So we ended up writing a script called Galentine that felt similar to Logan's Run, but was set outside the domed city, as if there was a colony of people that didn't know that technology existed and that they would ultimately be drawn to it. So I produced and directed the pilot with Ridley Scott, and it was a fascinating opportunity to work with Ridley, because I've been clearly influenced by him from Alien and Blade Runner. But the script, we didn't establish the world well enough that you could watch the first episode and understand exactly what it was about. There were a lot of little things written in the in-between parts of the script that you would have had to read it to understand. So because of that reason, it never went forward after the pilot. But again, it made me a better director. Every opportunity I have to collaborate with someone like Ridley Scott makes you a better artist. L'idée était de travailler sur une idée de société recluse, qui n'a pas la moindre idée que le reste du monde a une technologie qui s'est beaucoup plus développée, et donc il va finir par être attiré par ça. C'est un projet qui l'a beaucoup intéressé. Mais en fait, l'inconvénient et la raison pour laquelle le script, le pilote n'a pas été retenu par les networks, a été qu'ils n'ont pas réussi à suffisamment rendre l'univers tangible et compréhensible dès l'épisode pilote. Beaucoup trop de choses en fait auraient nécessité d'être compris par des éléments qui n'étaient pas présents dans le pilote. Donc au final, les grandes chaînes américaines n'ont pas gardé le pilote. Mais au final, ça a quand même été une très très bonne expérience, de par le fait qu'il a pu quand même travailler dans le côté science-fiction et travailler, donc améliorer sa réalisation, son travail de réalisation de mise en scène. Donc le projet en lui-même, même s'il n'a pas été gardé, garde quand même un côté positif par le fait qu'il a pu travailler et améliorer une autre partie de son panel de tâches. Maintenant, ça va être à vous. Si vous avez des questions à poser à Greg Nicotero sur le film, sur sa carrière, sur tout ça, écoutez, c'est maintenant. C'est une opportunité qui ne se reproduira pas très souvent, donc à vous de jouer. Il y a des micros qui sont pour vous. Donc, vous jouez. En français, s'il vous plaît, comme ça. Bonjour. Alors moi j'aurais voulu savoir s'il avait un budget limité, quelle est la créature qu'il rêverait de voir prendre vie par-dessus tout. I'm reading a script right now based on a book called Meg, which is about a 80-foot prehistoric shark. And they're interested in if I would potentially want to direct the movie. So that might be an opportunity for me to make my version of Jaws, but it would be fun to build create that kind of movie. Alors là, il est actuellement en train de lire un script d'un film qui s'appelle Meg, qui en fait parlerait d'un requin préhistorique de plusieurs dizaines de mètres de long. Donc, d'une certaine manière, ça pourrait l'intéresser dans le sens où ça pourrait peut-être lui permettre de faire sa version des Dents de la Mer. Et puis, bon, l'air de rien, créer un requin de cette taille, c'est toujours un projet intéressant. Bonjour. Alors moi je voudrais savoir si en tant que vous êtes passionné de maquillage, des spéciaux, c'est votre métier,
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait de bon temps aujourd'hui en fait, que les cinéastes arrêtent de se reposer sur des ordinateurs et reviennent un peu à l'ancienne? Parce que vraiment, du travail fait main, fait maison, et arrêtent de compter sur un ordinateur qui va tout faire pour eux, ou vraiment tout mettre à l'écran plutôt que de le fabriquer. Well, sometimes, the way I perceive it is a director's job. The director gets a canvas, and in front of him is one brush, CGI, one brush practical, one brush stunts. It's the director's responsibility to use each of those tools. It's my responsibility as a producer and as a makeup effects artist to help the director use the correct tools. So some movies like The Avengers, that's all about CGI. That's because they want to attract people who play video games. So those movies feel like video games. But to me, practical makeup has a place, CGI has a place. It's just about how they're used. If they're used in conjunction with one another, it's always more successful. D'une certaine manière, oui, mais pas forcément tout le temps. Si on devait imaginer le travail du réalisateur, on va lui donner une toile blanche et des pinceaux. En fait, chaque pinceau, ça va être le maquillage, les effets réels, un autre, c'est des cascades, d'autres, ça va être la 3D. En tant que producteur et en tant qu'artiste maquilleur, c'est son travail d'aider le réalisateur à utiliser les bons outils dans le bon sens. Au final, on pourrait très bien effectivement tout faire en 3D, comme ça a été fait en grande partie le cas pour la série des Avengers, où vraiment le but du jeu c'était de la 3D, de la 3D, de la 3D. Après, si sur un film, un réalisateur décide de travailler avec de la 3D et du maquillage, mais dans le bon sens, pour que les deux se marient vraiment correctement, il n'y a pas de raison que les deux ne puissent pas fonctionner ensemble. Tout va dépendre de comment le réalisateur et la production arrivent à choisir le bon outil pour le bon effet et à tout faire fonctionner ensemble correctement. Question suivante. Oui, bonjour. Vous avez très rarement travaillé dans le space opéra, et là je vais faire plaisir à Romain. J'aimerais savoir si jamais on vous proposait de travailler sur un futur film Star Trek ou sur une éventuelle série, si vous seriez intéressé par ou revisiter les Klingons par exemple, ou créer de nouvelles races extraterrestres. The Klingon, sure. Yes, Yeah. please. Yes. Listen, we were talking about Star Trek at dinner the other night because I grew up loving Star Trek and Star Wars and all of those projects. And fortunately for me, my friend Simon Pegg plays Scotty in the Star Trek movies. So I'm hoping to get an opportunity to go visit the set. I just want to sit on the bridge and put my ass in the captain's chair. That would be good. You have to translate that. Oui, d'une certaine manière, il a grandi avec cette création-là. Il a grandi avec les premiers films Star Trek, avec la série Star Trek, avec les premiers Star Wars. Donc oui, tout cet univers-là, il a baigné dedans, mais a priori, pour l'instant, il n'a jamais vraiment eu l'opportunité. Mais d'une certaine manière, un de ses amis, donc, Simon Pegg, donc, qui joue le rôle de Scotty dans les nouveaux films, donc d'une certaine manière, en tant que fan, il espère peut-être pouvoir aller sur le plateau, mais pas tellement pour les maquillages. La seule chose qu'il veut, c'est pouvoir s'asseoir sur le pont, s'asseoir dans le fauteuil du capitaine et juste dire téléportez-moi Scotty, juste en tant que fan. Yes. Question suivante. Bonjour, donc je voulais savoir si par hasard vous preniez des stagiaires ou si vous faisiez des workshops. Hold on, where are you? I don't see you. Ici. Wait. Oh, there you are. You were behind Sorry. me. Sorry. Okay, go ahead. That's fine. We just started doing that last year. It's always a little challenging because we do require a certain skill level to work in the studio in Los Angeles. So it's always hard to find people that have enough experience to be able to work in the studio. But we have taken a couple of interns. They're mostly in the Los Angeles area though, because we can't really get people over to the United States. But we're obviously open to that. Ça fait effectivement quelques années qu'ils ont commencé donc à prendre des stagiaires dans le studio, mais voilà, c'est très difficile de Look, sélectionner. she's so mad at me now. Look. Non, c'est bon.
Voilà, c'est quand même très difficile parce qu'il faut s'assurer que le background de la personne soit quand même suffisant pour pouvoir travailler dans leur studio de Los Angeles. Pour l'instant, les quelques stagiaires qu'ils ont pris sont plutôt de la région de Los Angeles parce qu'il aurait été impossible pour eux de prendre des gens venant de l'étranger, mais voilà, ils ont effectivement déjà commencé à prendre quelques stagiaires. Question suivante. On a encore le temps pour 2-3 questions, donc là-haut. Bonjour. On sait que M. Nicotero a travaillé sur Dernière, qui est un vrai hommage au premier film, notamment dans les scènes, la musique, etc. Et je voulais savoir si c'était son idée à lui ou celle du réalisateur. It was actually part of the story that Robert Rodriguez had written. For me, I worked on the original Predator. So when we got a chance to recreate that, I pulled all of my old photos out and we recreated it exactly. You know, it's the fun part about doing that was if you make Indiana Jones and you want Harrison Ford, 20 years later you hire Harrison Ford, he's 20 years older. With Predator, we could create the same monster and we didn't have to worry about the fact that he would look 20 years older. So for fans of the Predator movies, they got a chance to see a character that hadn't changed in the time that the first Predator was made to the sequel. Au-delà de l'ambiance et de la musique, le grand avantage qui a été assez pratique de par le fait qu'il avait travaillé sur le tout premier Predator était le fait qu'il a pu tout simplement ressortir tous les premiers croquis, tous les anciens moules, pour avoir exactement la réplique exacte, le même Predator dans Predators que dans le tout premier film. L'exemple qu'il donnait, c'est que si vous voulez faire un nouveau Indiana Jones, vous devez reprendre Harrison Ford. L'inconvénient, c'est qu'Harrison Ford a 20 ans de plus. Donc c'est difficile de dire que la scène est juste après, et c'est difficile de retrouver exactement le même Indiana Jones que dans les premiers films qu'on a aimés. Là, pour le coup, avec Predators, ils ont pu reproduire exactement le même Predator que dans le premier film, et donc rendre cet hommage aux fans. Or we could have done it like this. Toute dernière question, et après, bonjour, on va arrêter là. Je veux juste savoir pour le 6-2, le dernier film, est-ce que ça n'a pas été assez particulier à tourner vu que beaucoup de scènes étaient faites sur fond vert, avec énormément de post-production? Donc est-ce qu'il n'y a pas une très grosse difficulté pour faire des effets spéciaux sans savoir exactement ce qu'il y aurait par-dessus après? You know, on the first Sin City, Robert was really one of the first people to do that, to create the backgrounds. But when we were filming, we had a monitor on set that actually allowed us to see what the background was going to look like. So the actors, we never shot any of the actors in the same scene. So Mickey Rourke and Bruce Willis and Jessica Alba and the 8,000 other actors that were in the movie, because it was a million. None of them were ever in the same scene together. We'd shoot a scene of Mickey one day, and then 2 weeks later we'd shoot another angle, and they would put Bruce Willis in it. So we had monitors there that we could line up what the background would look like. Plus, because Sin City was a shot-for-shot retelling of the comic book, you could look at the comic book and go, okay, the next shot is this, and just point to it. That helped a lot. Techniquement, ils avaient déjà une idée de à quoi allaient ressembler les effets, mais qu'en fait, à chaque fois, lorsqu'ils tournaient sur fond vert, ils avaient toujours un moniteur qui leur montrait la création, en version simplifiée, du décor qui allait être derrière eux. Donc, à chaque fois, les acteurs savaient ce qu'il se passait. Mais au final, lors du tournage, les acteurs n'étaient jamais réellement ensemble. Chaque plan était vraiment tourné séparément. Et les acteurs ne se sont que très très peu rencontrés. Ils avaient tourné dans une discussion, tourné toutes les scènes d'un acteur un jour, toutes les scènes d'un autre acteur un autre. Et ensuite, au montage, ils allaient caler le tout. Et au final, le fait d'adapter presque image par image le comics d'origine, c'était beaucoup plus simple en termes d'adaptation, dans le sens où écoutez, le prochain cadre, c'est cette image-là. Donc c'était beaucoup plus simple dans ce sens-là. Alors, à la demande express de M. Nicotero, la dernière des dernières, des surdernières, une personne qui depuis le début vous posait une question terrible, voilà, ce sera la dernière des dernières, voilà. She was like... Bonjour, donc
félicitations par rapport à votre travail, c'est vraiment énorme. Moi j'ai beaucoup apprécié la série, je pense parler peut-être pour beaucoup d'entre nous ici, de Walking Dead. Et je vois pas trop de critiques en fait à faire. Et je me demandais si vous aviez en fait une autocritique à faire et à nous faire part, quelle serait-elle? C'est bien de terminer comme That's ça. a good, no, wait, listen, the show has, there are things that I feel could be done a little differently, and I think anybody would feel the same way. Sometimes you read the script, and you read a scene, and I imagine the scene in my head, and when we get to set to shoot it, sometimes some of the other people involved, the other directors or something, they will realize the scene differently than I imagined it. And that's, just as an artist, that's a little disappointing because I want to see it the way I imagine. But sometimes there are some episodes that I don't feel are as exciting as they could be. I'll give you an example. In this season, I think it was episode 11, when the car drives through the herd of walkers on the road. I'll let you translate that. Techniquement, en fait, il n'y a pas vraiment de critique, c'est la frustration classique en fait, de l'artiste, dans le sens de ne pas toujours arriver à rendre à l'image exactement l'image qu'on avait en tête, surtout lorsque d'autres sont en charge de la réalisation ou d'autres, mais c'est toujours difficile de vraiment arriver à extérioriser complètement ce qu'on veut. Par exemple, certains épisodes, parfois, ne sont pas aussi excitants ou aussi distrayants qu'il l'imaginait. Donc, comme exemple qu'il va donner, donc l'épisode 12 de la saison 5, où lorsque la voiture traverse la horde. The way it was written, it was fantastic. They were driving through thousands of zombies and they were just plowing into them and blood was flying and the windshield was getting covered. And we spent a lot of time. We did storyboards and we very, very delicately planned that scene. And when you watch the episode, it's over. Like that. And I felt like it lacked the impact that it had when I had initially read it. I felt like it could have been more exciting and it could have been a little more thrilling. Pour donner la bonne apparence par rapport à cette scène, logiquement, telle qu'elle a été écrite dans le script, donc il traversait avec la voiture des milliers et des milliers de zombies, le sang volait dans tous les sens, le pare-brise était recouvert, donc ils ont passé un sacré bout de temps à vraiment travailler, storyboarder sur tout de manière très délicate, très précise. Et au final, lors du montage final, la scène disparaît, dure à peine quelques secondes et disparaît comme ça. Donc il y a voilà, cette frustration de ne pas avoir ce qu'on avait imaginé, tel que c'était écrit, visualisé et espéré, et avoir voilà, le résultat final qui n'est pas à la hauteur des espérances, pas aussi excitante, pas aussi voilà, distrayante tel qu'il l'avait imaginé au début. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup, Greg. Merci d'avoir été parmi nous. Merci. Merci encore. Thanks for coming. Cette conférence est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée dans son intégralité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça l'aide à être mieux référencé. Vous pouvez également la partager sur Facebook, mais également sur Twitter. Je vous propose également de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez en voir plus et si vous souhaitez suivre mes aventures. Vous pouvez également retrouver une ancienne conférence ici et une autre vidéo de la chaîne ici même. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Humble salutations, c'était TX9000.